Bonjour, donc Béatrice Darcy-Vrion, INRA, Direction Scientifique Alimentation. C'était un commentaire puis une petite question sur certaines des données que Benjamin Alès nous a présentées. Donc par rapport à la distinction régime sans lactose, régime sans produits laitiers. Donc le lactose, c'est le sucre spécifique du lait. Et ma question, c'était de savoir si c'était au niveau des... Parce que sur certaines diapos, c'est présenté sans lactose et dans d'autres sans produits laitiers. Je voulais savoir si c'était un reflet de la question telle qu'elle était posée et de la motivation des gens pour éviter soit le lactose, soit les produits laitiers dans leur intégrité. Oui, alors j'ai pas eu le temps de tout expliquer en détail pour cette étude, mais oui, en effet, on a d'abord, en fait, on voulait pas, dans ces questionnaires-là, on voulait pas biaiser les réponses des gens, donc on leur a pas demandé, dans la première partie du questionnaire, directement s'ils étaient sur un régime sans lactose. On y était, entre guillemets, progressivement. On avait demandé d'abord, on avait 83 items d'aliments avec tous les groupes alimentaires confondus, dont tous les aliments correspondant aux produits laitiers. Ensuite, on leur a demandé par groupe s'il y avait des groupes spécifiques entiers qu'ils excluaient et dont les groupes avec du lactose. Et à la fin du questionnaire, on leur demandait est-ce que vous pratiquez un régime sans lactose, avec vraiment le terme régime. Et du coup, c'est vrai que les résultats que j'ai présentés sont mélangés entre la deuxième partie et la troisième partie. En effet, on a bien distingué les deux, voire même on a même des infos sur des aliments très spécifiques. Si on prend les données issues de la toute première partie du questionnaire. Et donc oui, c'est sûr que là on est encore en train de travailler sur ces données, mais on compte bien faire la distinction dans la suite des communications. Voilà. J'ai pas eu le temps en 15 minutes, mais voilà. Voilà. Bonjour. Toujours sur le même sujet par rapport au modèle restrictif d'alimentation. Merci de vous présenter. Pardon, Valentine Répond, créateur de start-up ou GNCO sur des solutions alimentaires en établissement de santé. Et je voulais savoir justement, ce que vous disiez, c'est qu'on n'avait pas réussi aujourd'hui sur ces modèles-là à savoir s'il y avait un réel impact sur la santé. Je voulais savoir si du coup, on pensait mettre en place des systèmes de prévention sur ces régimes-là, à savoir, on parlait des compléments alimentaires. Est-ce que du coup, c'est travaillé en parallèle ou non ? Oui, mettre en place des préventions. Pour l'instant, justement, on n'a pas encore les données pour justement dire vraiment les politiques qu'il faudrait mettre en place. Cependant, nous, notre cohorte, la Nutrinet Santé, nous permet d'avoir des données observationnelles et descriptives. Et justement, là, on a un projet qui démarre sur la prise de compléments alimentaires, notamment chez les végétariens. Mais après, on va aussi peut-être étendre ce sujet à d'autres régimes d'exclusion. Mais là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pas mal de personnes qui justement ont déclaré à prendre des compléments. On a le détail de ces compléments et l'idée, c'est justement de voir si des individus sont capables de, par exemple, pallier certaines carences à l'aide de compléments ou non. Est-ce qu'ils ont réellement besoin de ces compléments, ou voire même, par exemple, les végétariens. Si on prend les végétariens, pas les véganes, c'est des gens quand même qui ont on a vu dans cette étude que des résultats, c'est des résultats que j'ai pas eu le temps de présenter aujourd'hui, mais que ces gens-là, les végétariens, avaient d'excellents apports nutritionnels, une très grande variété de nutriments essentiels, ils atteignaient les recommandations officielles françaises. Et du coup, le fait de prendre des compléments peut même parfois induire des surdosages. Et ça, c'est des choses justement sur lesquelles on voudrait aller aussi. On n'a aucun résultat pour l'instant, même dans la littérature, dans d'autres études, dans d'autres contextes. Il y a pas vraiment, cette question n'a pas été vraiment abordée. Et nous, on est en train de réfléchir à ça pour justement aller vers des recommandations plus précises pour ces populations qui désirent exclure les aliments. Oui, bonjour, Valérie Rouvet du laboratoire AQMC. Donc, je vais faire une intervention cet après-midi sur la réglementation. Et justement, à ce titre-là, je rebondis sur l'intervention de M. Grégory Ackermann, parce que ce que vous avez présenté est quand même, à mon sens, un peu affolant. Déjà d'un point de vue économique, parce qu'on est en train de créer une économie parallèle au niveau alimentaire et ça va créer une concurrence, à mon avis, déloyale, je l'appuie bien, le mot déloyal, vis-à-vis de tout ce qui est établissement qui paye un loyer, notamment pour avoir un local professionnel, puisque dans ce cas-là, de ce que vous avez annoncé, avec toutes ces personnes qui cuisinent chez elles pour leurs voisins, on rentre quand même dans une réglementation de restauration et il n'y a pas du tout le respect de toutes les exigences d'un établissement professionnel. Donc là, moi, je me pose vraiment la question de où est-ce qu'on va. Et j'ai madame du ministère de l'Agriculture devant moi. Je pense qu'à mon avis, au niveau contrôle, il y aurait de quoi faire. Voilà. Si je vous en parle, c'est parce que moi-même, j'ai fait pendant 12 ans des formations à la Chambre de métier du Rhône
où j'avais des tas de personnes qui venaient, licenciées d'à droite à gauche, ou des personnes, femmes au foyer, qui voulaient se mettre à vendre des biscuits sur le marché. Mais on voit de tout et du n'importe quoi. Et donc il y a une montée en puissance de la cuisine à domicile qui est, à mon sens, une vraie concurrence déloyale vis-à-vis des professionnels qui, eux, s'engagent sur des moyens au niveau réglementaire. Voilà. Donc après, on va vers une ubérisation vraiment de l'alimentaire, à mon sens, au péril de la santé des gens. Bon, voilà, ça c'est mon premier commentaire. Et par rapport à madame, donc je dis bravo par rapport à votre démarche. Hein, c'est une. Merci. C'est vraiment. Vous allez très loin. Par contre, dans tout ce qui est local, là aussi, approvisionnement local également, je me dis au niveau sanitaire. Ça a été prouvé avec le miel, hein, où on parlait des miels sur les toits de Paris ou sur les balcons de Paris. Avec tout ce qui est gaz d'échappement et pollution environnementale, ça a bien été prouvé que les miels étaient il y avait quand même des analyses qui étaient très enrichies en métaux lourds, notamment par rapport à ces produits-là. Écoutez, moi j'ai des analyses, on a mené une étude avec un professionnel là-dessus, et pas que sur notamment du miel, mais sur aussi des herbes aromatiques qui poussaient en ville. Et on a bien prouvé qu'il y avait une différence d'enrichissement en métaux lourds, notamment entre des produits cultivés en centre-ville et des produits cultivés, des produits qui étaient donc en champ. Donc voilà. Donc du coup, là, je me pose la question de savoir justement comment on va faire la différence, et est-ce que tout le monde se pose les bonnes questions. C'est pour cette raison qu'on a une séquence sur les enjeux sanitaires, effectivement, de ce type de pratique. Moi, j'avais une question, et puis je vous passe la parole après. Et il y en a une troisième là, c'est de savoir si, finalement, les gens qui commandent, par exemple, beaucoup de choses sur Internet, est-ce qu'ils le font également sur les médicaments, sur les compléments alimentaires, dans lesquels on sait qu'il y a énormément de fraude et sur les compositions de ces produits, est-ce que voilà, ces comportements sont associés ou pas? Sur cette question-là, je ne sais pas, j'ai pas de réponse, j'ai pas vu de travaux qui montraient ces liens entre des types d'achats. Juste, je voulais apporter un complément sur votre remarque. Bien sûr que ça soulève des enjeux sanitaires. Après, il faut aussi faire attention à ne pas penser qu'on est on n'est pas sur Airbnb qui est en train d'avoir une place énorme sur le marché en France. Là, on est sur des tendances qui sont en train d'émerger, et on a assez peu de regard sur ces évolutions, puisque on voit que ça existe, mais comme je disais tout à l'heure, on voit aussi des plateformes qui disparaissent, et qui, certaines ont été créées en 2014, 2 ans après, elles étaient fermées, faute justement de consommateurs, et il n'y avait pas une pratique suffisante pour permettre un modèle économique derrière. Donc on verra dans quelques années de quelle manière ça évolue. Mais là, c'est vrai que jusqu'à présent, on est sur... Il y a une multitude de tendances de consommation qui sont en train d'émerger, et on saura dans 5 ans si elles sont en augmentation ou en stagnation, ou bien même en diminution. Oui, bonjour. Donc Valérie Stahl, chef de projet en microbiologie alimentaire à Strasbourg, un institut technique agro-industriel. Je me permets simplement de nuancer un petit peu le témoignage de AQMC, dans le sens où, en fait, et je crois que c'est vraiment l'objectif de la journée, il s'agit d'étudier les nouvelles tendances de consommation, la création de nouveaux produits, des nouveaux systèmes de production, de distribution. Et tout système a ses avantages et ses inconvénients. Il faut bien expertiser les limites et puis essayer de mettre en œuvre des méthodes. Donc j'ai vraiment le souhait de nuancer en particulier également, parce qu'au niveau national,
des réseaux en fait de travail qui regroupent des experts. Donc que ce soit des experts justement en sociologie du monde agricole, des conseillers techniques agricoles, les spécialistes en microbiologie alimentaire, en chimie, travaillent depuis plusieurs années et réfléchissent à comment essayer d'aller au plus près de ces circuits courts pour les accompagner dans cette tendance nouvelle et en maîtriser les risques sanitaires. Donc je m'arrêterai là simplement pour citer des réseaux mixtes technologiques labellisés par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en particulier le réseau mixte technologique alimentation locale et le réseau mixte technologique Qualima relatif à la maîtrise des risques microbiologiques. Merci. Yuna, qui est co-animatrice du RMT Alimentation Locale, est très gentille de cette publicité. Merci Valérie. Il y a une question devant et puis ensuite une question juste en derrière. Oui, alors je suis Véronique Planchot. J'ai une question pour Benjamin et certainement il fait rebond aussi pour Grégory. Toutes ces enquêtes en ligne sont du déclaratif. Comment vous faites, comment la recherche peut se positionner sur ces aspects très cités d'amalgame entre allergie et intolérance, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir et qui sont toujours conjointes, sur tous les blogs et toutes les informations en tout genre, notamment sur gluten et lactose. Et comment vous faites la différence justement entre ces annonces déclaratives et le réel? Bon, je vais commencer à... Ouais, du coup, en fait, nous, dans l'étude, justement, on a tout à fait conscience de cette limite. Donc déjà, sur les termes, on a essayé d'être beaucoup plus précis en disant est-ce que c'est une hypersensibilité, intolérance, ou une vraie, par exemple sur le gluten, ou une vraie intolérance type maladie cœliaque. Et on a aussi demandé aux gens, là encore, bon, c'est du déclaratif certes, mais s'ils avaient fait un diagnostic par un médecin, ou non, ou un autre type de professionnel, pour avoir un peu plus de détails, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens en effet qui se disent malades ou intolérants et en réalité ils n'ont jamais été voir un professionnel de santé ou même fait un diagnostic. Et c'est vrai qu'après ça reste du déclaratif, mais dans Nutrinet par exemple santé, on a aussi la chance d'avoir un sous-échantillon qui a eu des examens cliniques, on a des échantillons sanguins et pour l'instant c'est pas encore d'actualité parce qu'on en est à la première phase qui est déjà de faire un état des lieux des déclarations des individus, mais on pourrait envisager d'aller plus loin en observant certains marqueurs biologiques, même en pourquoi pas reconvoquer les gens qui ont déclaré pour être sûr qu'ils ont leur faire passer des examens, des choses qu'on fait dans certaines autres études de Nutrinet. C'est pas encore envisagé, on n'en est pas là, mais pour l'instant, mais c'est sûr que ça pourrait être tout à fait une question intéressante. Et déjà en se basant sur les déclarations, on a une idée à peu près des comportements que les gens peuvent induire derrière, et on a aussi toutes les données alimentaires qui sont recueillies par des enquêtes, et là c'est des méthodes validées, certes déclaratives, mais en fait ces méthodes-là, pour être sûr qu'on captait vraiment l'alimentation des gens, on a aussi comparé avec des dosages sanguins et aussi des biomarqueurs dans les urines, et donc il y a plusieurs études qui ont été validées, publiées, pour prouver que nos méthodes d'enquête, certes, elles ont certaines lacunes en termes de l'estimation de certains groupes d'aliments, mais elles peuvent quand même permettre d'approcher au mieux l'alimentation des individus. Donc, Oui, bonjour, Sylvie Chine, donc de Kier Karma, une plateforme d'information alimentaire fiabilisée, on va dire, qui permet de savoir en fait qu'y a-t-il dans ma nourriture, donc les ingrédients, les origines et quels processus en fait ont été utilisés pour élaborer un plat ou un produit. Donc je rejoins complètement Grégory Ackerman, que j'ai vu aussi beaucoup de startups dans ce domaine-là, de préparation de plats à la maison qui en fait ont démarré et pratiquement toutes ont fermé la porte, que ce soit même le fait de cuisiner ensemble. Il y a eu beaucoup de buzz autour et puis finalement elles ont toutes fermé. Je pense qu'il y a une chose qui concerne non seulement ce type de projet, mais aussi bien les petits et moyens producteurs, donc les locaux par exemple. Il y a une problématique, comme l'indiquait une des personnes du public, qu'il y a un problème de sécurité alimentaire et d'information du consommateur, enfin d'une information fiable concernant donc, les aliments. Il y a un problème d'étiquetage aussi pour les petits et moyens producteurs, puisqu'en fait ils n'ont souvent pas l'expertise ou disons les personnes en qualité pour pouvoir vérifier toutes ces informations-là. Nous, on s'occupe de sécuriser l'information allergène depuis 2011. Et on a fait ça exprès justement pour les petites structures parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment un problème de sécurité sanitaire à ce moment-là.
Donc, c'est ce genre de plateforme d'information sécurisée qui permet en fait à tout le monde de sécuriser cette information, qui permet aux consommateurs de pouvoir faire ses choix en toute sécurité. Voilà. Oui, Sylvie Bonny, je m'excuse, je ne suis pas spécialiste de consommation alimentaire et par ailleurs, je suis malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, arrivée en retard. Donc j'espère que ma question reste pertinente. Donc ma question est la suivante. Il y a globalement depuis 2 décennies une diminution de la consommation de viande en France. Est-ce qu'il y a eu des analyses fines, précises et détaillées sur ce que les gens mangent à la place de façon globale, autrement dit, de ce que ça peut induire, par exemple, en termes de production agricole qui bougerait d'un domaine vers un peu plus un autre. Donc j'insiste bien, est-ce qu'il y a eu des études fines, précises et détaillées? Et d'autre part, si ces études n'ont pas eu lieu, quelle serait la meilleure source au sens base de données pour observer les modifications détaillées de la composition de l'alimentation? Merci. La source la plus détaillée qu'on ait, je réponds à la dernière partie de la question, c'est les études INCA. Et donc on vient d'en avoir une nouvelle mouture avec INCA 3. Pour savoir comment... Alors, il faut nuancer la baisse des produits de la consommation de viande. Il y a une diminution de la consommation de viande rouge, mais une grande partie s'est reportée sur les viandes blanches et en particulier les volailles. C'est une question de prix, c'est une question de qualité des produits, de régularité, etc. Quel impact? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les impacts sur les activités agricoles, sur le maintien des paysages et l'animation dans les territoires. Je vous renvoie à l'expertise scientifique collective que l'INRA a sortie sur le rôle de l'élevage et une prochaine qui va être faite sur la consommation de viande en tant que telle. Avantages, inconvénients. Voilà, là, je pense que on est... C'est pas des publications, c'est des enquêtes alimentaires qui vous donnent directement de façon brute. Ah bah il y en a eu plein à partir de 1K2, maintenant ça va être 1K3, mais ça, des publications sur l'analyse des tendances de consommation sont assez importantes. Je pense qu'aujourd'hui on s'intéresse quand même davantage à des signaux faibles et à des tendances émergentes. Je pense que c'est ça qui peut nous questionner un petit peu différemment quand même. Moi j'avais une question pour vous, Louise, parce que c'est plutôt sur votre activité de coaching, de conférences, tout ça, donc, parce que nous ça nous intéresse justement de voir un peu comment les réseaux sociaux peuvent modifier les pratiques alimentaires, peut-être indépendamment de l'âge, du sexe, du métier qu'on occupe. Donc quel est votre public, quels sont les followers, je sais pas très... pour savoir si c'est un certain type de public, si ça se démocratise, si, un peu, qui vous embarquez avec vous? Alors, pour parler des réseaux sociaux en premier, c'est 91% de femmes, 9% d'hommes. Et c'est un public qui a entre 25 et 45 ans. Et surtout ce qui est conférences et coaching, alors là, c'est hyper diversifié. J'ai 3/4 de femmes, 1/4 d'hommes. Et ça va être de l'étudiante jusqu'à la senior qui s'est rendu compte qu'elle consommait mal depuis des années et qui voulait de l'aide pour changer ses habitudes de consommation. Donc sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez plus jeune et plus centré. Et après, sur les conférences, les coachings, c'est vraiment hyper diversifié. Mais principalement des femmes. Un certain niveau d'éducation quand même? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Oui, bonjour, Cécile Pinel. Moi, je travaille pour le SNIA, on représente les entreprises qui produisent des arômes alimentaires. Moi, j'avais une question pour Grégory Ackerman, parce que vous avez beaucoup parlé dans les tendances faire soi-même, le court, le local, le naturel, mais pour autant, on a des grosses tendances aujourd'hui également sur une demande de produits snacking, de produits faciles à emporter, de produits... Il y a d'autres tendances aussi que j'ai l'impression qu'on passe un peu sous silence, parce qu'on parle beaucoup
voilà, on met un peu de côté tout ce qui est produit qui vient de l'industrie et qui sont utiles pour une partie de la consommation de la population et qui sont consommés également. Donc voilà, je voulais voir un peu votre avis à ce niveau-là, parce que vous l'avez vraiment passé sous silence dans votre présentation. Merci. Oui, c'était pas une volonté de le passer sous silence, mais c'est vrai que moi je j'étudie pas ces tendances-là, donc je peux pas en dire grand-chose à part effectivement que ça existe, que les industriels sont en train de réfléchir aux questions justement de part individuelle ou d'emballage ou de système de kits pour préparer. Après, moi, je ne les étudie pas personnellement, donc je peux pas. Mais effectivement, il y a le monde industriel, l'industrie agroalimentaire invente tous les jours des nouveaux produits. Après, il y a un turnover sur les nouveaux produits dans la grande distribution qui est très très importante aussi. Donc, c'est pareil, il y a des nouveautés qui resteront, puis d'autres qui disparaîtront. Et là, personnellement, je ne suis pas ça. Mais effectivement, ça existe et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde agro-industriel. Oui. Je crois qu'il faut rappeler quand même que le consommateur est éminemment versatile, c'est-à-dire qu'il a des souhaits et puis il a la réalité quotidienne aussi. Bonjour, Ariane Betzakis, BPI France. Justement, c'était une question sur ce sujet. Donc, pour le faire soi-même, vous l'avez... plus fort. Bon. Donc, si justement, c'était dans la continuité de la précédente question. Le faire soi-même, vous le mentionnez au titre du fait que 56% des Français cuisinent des produits élaborés. Donc, si un Français sur 2 cuisine, est-ce que pour vous, c'est un pourcentage suffisamment important ou est-ce qu'on voit une évolution au cours des dernières années ou sur une plus longue période qui concourt en ce sens? Donc là, ce chiffre-là est issu d'une étude de l'Obsoco financée par la Maïf, ou demandée par la Maïf, qui a été publiée en 2016, qui s'intitulait L'Observatoire du fer, qui était sur les tendances du fer, qu'est-ce que les gens font, mais qui ne concerne pas que l'alimentation. Et comme le disait Philippe Moati, on ne peut pas encore voir quelles sont les évolutions, puisque c'est le premier observatoire du fer. Et donc, le seul indicateur qu'ils ont, c'est des déclarations de gens qui disent faire plus qu'il y a 3 ans leur pratique, sachant que c'était 26% de l'échantillon qui disait faire plus qu'il y a 3 ans la pratique, et 21% qui disaient en faire moins, donc ça faisait un solde positif d'évolution. Mais bon, j'ai pas les résultats détaillés, donc je ne peux pas savoir si ça concerne faire du tricot ou faire la cuisine. C'est pas, voilà. Mais je vous renvoie du coup aux résultats de l'Obsoco sur. Bonjour, Virginie Perrin, Fairtrade Max Havelaar. Je vous remercie déjà pour les interventions. Moi, je voulais lier plusieurs sujets finalement, et puis après j'ai une question. On parle beaucoup de tendances, de locales, etc. Beaucoup de nos produits du quotidien viennent des pays du Sud. On en a parlé ce matin sur leur propre marché. Et quand on a une demoiselle qui a un témoignage très intéressant de mise en pratique, de changement de comportement, oui, l'ananas, il vient de l'autre bout du monde. Et oui, beaucoup de populations dépendent de la consommation des pays du Nord. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois moins abordé. On est souvent dans des consommations très égocentrées. Et de reconnaître. Alors certes, il y a une question pour l'environnement, etc., mais ça part souvent, alors pas d'attente, mais en tout cas de motivation individuelle. Donc voilà, je pense que nous, on suit ces éléments effectivement de près, parce que de ne pas opposer les producteurs des pays du Nord et les producteurs du pays du Sud, qui se rejoignent sur bien des points dans leurs difficultés, avec cette question justement à la fois de circuit, mais aussi de juste rémunération. On se rend compte maintenant, alors que le commerce équitable a été lancé il y a plus de 25 ans, qu'on a ces problématiques nous-mêmes dans les pays du Nord, avec des tendances, comme vous le disiez, de marque du consommateur, par exemple, qui aussi des consommateurs qui se posent aussi la question finalement de la juste rémunération. Et j'avais une question aussi sur la question de ces tendances, puisque vous disiez que ce n'est pas forcément lié à des attentes. Et c'est vrai que des produits sont créés. Je pense que le smartphone, on n'y avait pas pensé avant un certain Steve. Est-ce que vous avez vu d'autres facteurs qui amènent à des tendances qui aujourd'hui, je suis assez d'accord,
je pense qu'il y a une confusion, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la part de voix aussi. C'est-à-dire qu'on parle par exemple énormément du bio, du vegan, etc. La réalité de consommation aujourd'hui, je pense qu'il faut, je n'ai pas forcément les chiffres, hein, c'est pas une formation scientifique, mais de ce que j'en entends, le bio c'est peut-être 5% du marché par rapport à l'ensemble aussi du marché, donc on est vraiment sur des sujets émergents. Et ça m'intéresse de voir s'il y a d'autres facteurs que vous avez déjà identifiés pour l'émergence de ces nouvelles tendances. C'est vrai que ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'est effectivement des pratiques se construisent dans la pratique. Donc il y a effectivement des effets de contexte, c'est-à-dire que certains consommateurs vont voir arriver dans leur quartier un nouveau magasin en vrac ou un nouveau supermarché coopératif ou vont voir leur épicerie de village disparaître et vont du coup se mobiliser et construire à ce moment-là un dispositif qui leur permettra de résoudre une problématique qui a émergé dans un contexte particulier et qui ensuite vont leur permettre, pendant une trajectoire de consommation, de construire de nouvelles formes de consommation, de construire de nouvelles normes de consommation, les diffuser et construire des motivations aussi en lien avec ces pratiques-là. Voilà, c'était pour souligner. Alors après, on peut souligner les effets contextuels. Il y a aussi des effets de trajectoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements de pratiques alimentaires qui sont en lien avec des événements biographiques, notamment tout simplement la naissance d'un enfant, mais ça peut être également des changements de métier ou des changements d'ordre professionnel ou le passage à la retraite par exemple. Voilà, donc certains nombres de transitions peuvent amener des bifurcations. Et puis il y a des effets évidents que j'étudie plus particulièrement, qui sont des effets relationnels, où la création de relations sociales et un certain nombre d'interactions sociales permettent de diffuser des normes sociales, des effets aussi d'apprentissage qui amènent un certain nombre de consommateurs à modifier leurs pratiques. Et notamment au travers de circulation de ressources d'ordre informationnel, et on voit des effets de diffusion à la fois de pratiques mais aussi de circuits qui sont d'ordre relationnel, puisque j'ai raté la présentation de mes supermarchés coopératifs, mais on voit qu'un certain nombre d'épiceries sont en train d'ouvrir dans les Yvelines. C'est pas des effets géographiques, ce sont des effets relationnels. Ce sont des gens qui étaient en lien et ils sont en lien effectivement parce qu'ils vivent à peu près au même endroit, mais et qui sont en train de diffuser des dispositifs qui vont ensuite amener de nouvelles pratiques. Je voulais juste rebondir sur le terme de local. Quand je disais que je consommais local, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un extrémisme du local, parce que sinon, si je devais consommer local, c'est-à-dire à Paris, je finirais par manger que du pigeon. Donc bon, par exemple, je consomme du thé, du café, du chocolat, et tout ça, bien sûr, on ne le trouve pas en France. Donc j'essaie de consommer local au maximum, c'est-à-dire privilégier les producteurs de fruits et légumes du coin, le fromager, etc. Mais le reste, c'est vrai que j'encourage fortement à aller vers le commerce équitable, et c'est ce que je fais pour tous ces produits-là que je ne trouve pas... Oui, c'est ça. C'est assez frappant. On a bien les trois quarts, entre 60 et 70% des consommateurs qui se disent c'est vrai, finalement, quand j'achète ce produit, je ne me pose absolument pas la question de l'origine. Voilà. Et si je peux juste compléter rapidement ce que vous disiez, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bio, vegan, etc. Justement, nous, en fait, ce qu'on fait en épidémiologie descriptive de la nutrition, on essaie d'identifier des pratiques qui émergent des consommateurs, de les étudier, de voir lesquelles sont viables, notamment en termes d'impact sur la santé, mais aussi d'impact environnemental, parce qu'on est en train de lancer pas mal d'études sur ce sujet également, parce qu'on a maintenant des indicateurs très précis, genre on a identifié des indicateurs, et du coup, c'est vrai que, mais le c'est pas de dire demain il faut que tout le monde devienne vegan, demain il faut que tout le monde devienne bio, local, etc. C'est plutôt d'identifier des tendances qui ont un impact positif sur la société, la santé, et de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles. Et peut-être demain, les consommateurs vont nous proposer encore des nouvelles choses exactement, qu'on va pouvoir aussi étudier et voir s'il y a un impact bénéfique ou non.
Alors, cette dernière question, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on fasse une pause. Oui, c'était aussi Paul Moustier-Syrah de Mouisa pour féliciter Louise sur la présentation très claire et qui montre bien aussi qu'il y a plusieurs formes d'économie circulaire plus ou moins sobre. Parce que l'économie circulaire, ça peut être aussi recycler les déchets, mais de manière assez coûteuse. Et là, ce que vous avez montré, c'est une forme très, très sobre et donc économique. Et je voulais juste mentionner quand même que la réglementation sur l'utilisation des emballages, ça produit aussi des effets très positifs, puisqu'on voit maintenant chez nous en France, la grande distribution ne fournit plus de sacs plastiques. Et finalement, mais ça c'est la réglementation qui l'a imposé. Et finalement, ça s'est fait relativement facilement. Et aussi, de plus en plus dans la grande distribution, on trouve des aliments qu'on peut acheter en vrac. Donc finalement, ce modèle-là pénètre petit à petit tous les systèmes. Oui, en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que, moi, quand j'ai commencé à 3 ans, il n'y avait rien. Et là, depuis ces 2 dernières années, c'était un vrai boom. Et j'ai lu une étude qui disait que c'était la première année en 2016 où les Français avaient réduit la taille de leurs poubelles. Donc c'est que ça fonctionne, c'est que les gens jouent le jeu même à leur échelle. Une dernière question courte pour une réponse courte. Bonjour, Thierry Lamblin, Société Parmentine. C'est une structure qui appartient à 400 producteurs de pommes de terre en France. Et je suis un peu surpris par, je m'attendais à des choses un peu plus scientifiques dans les interventions qu'on a pu avoir. Et par exemple sur l'évolution de ce qu'on peut voir des produits locaux, etc., qu'on constate tous. Par contre, manque un peu de chiffrage, c'est-à-dire depuis peut-être 10 ans, l'évolution des volumes agro-industriels, l'évolution à la hausse ou à la baisse des volumes en grande surface et l'évolution des produits bio, etc., etc. Et ça manque un peu de chiffrage. Donc effectivement, on est dans des choses qu'on peut voir, mais on n'a pas de quantification, donc de repères un peu précis. Et je rejoins ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est effectivement des commentaires sur le fait que tout ce qui est agro-industriel est aujourd'hui connoté de façon très négative. Et tout ce qui est en local, au porte-à-porte, à partir du moment où on voit un paysan avec un pantalon avec des bretelles, forcément il est sympa, il produit bien. Et forcément, ce qui est agro-industriel, c'est le péché. Donc il y a un regard un peu naïf aujourd'hui qu'on peut voir dans plein de modèles, dans le modèle de l'ubérisation, où forcément un type qui a acheté une voiture et qui se lance chauffeur, forcément il est beaucoup mieux à tout niveau qu'un taxi parisien. Et ce modèle-là est un peu naïf. On manque de vision et de perspective française, mais aussi européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que la France a un développement et une place dans le monde importante. Voilà, ça manque de quantification à mes yeux. En fait, c'était pas forcément l'objet aujourd'hui. L'idée, c'est de parler des tendances, de voir ce qui se passait de la part des consommateurs. Après, j'ai pas été sollicité pour vous sortir des tonnes de chiffres là-dessus. Et moi, je suis pas économiste, je travaille pas sur l'industrie à l'INRA, je suis vraiment épidémiologiste sur la santé. Donc, Grégory est plus sur les volets sociaux. Et du coup, c'était pas forcément l'objectif aujourd'hui. Je comprends qu'il y ait des attentes là-dessus. Cependant, sur le bio, par exemple, on a des études avec des données de consommation, parce que nous, on travaille sur l'individu. On ne travaille pas sur on n'a pas de données industrielles à disposition dans notre équipe, mais oui, ces données elles existent. Après, c'est dans des rapports plutôt économiques, etc. Après, en fait, il y a différents types de sciences. Aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, c'est plutôt des sciences épidémiologiques descriptives. Après, de dire que c'est pas scientifique, je suis pas certain quand même, parce qu'on est quand même ici à l'INRA, donc voilà. Mais je comprends qu'il y ait des attentes là-dessus. Et après, nous, l'idée, c'est pas forcément de dire que tout ce qui est industriel est négatif, etc. C'est pas du tout le but. Voilà, le but. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'essayer de dire aujourd'hui. Je crois que c'était même pas le message de Grégory non plus. Donc je sais pas, je suis désolé que vous ayez interprété ça comme ça, mais on n'est pas du tout sur ces. On part juste nous des observations qu'on fait à partir des consommateurs, de ce qu'ils nous déclarent. Et au contraire, moi j'ai présenté des résultats sur les consommations des véganes et des végétariens qui consomment de plus en plus de produits transformés aussi pour substituer la viande par exemple. Donc certes, on n'a pas encore de données précises d'évolution, comme le disait tout à l'heure Madame. On est en train d'y travailler à l'INRA. Catherine pourrait le préciser, mais il y a des projets en cours qui sont aussi là-dessus sur l'évolution et aussi sur qui sont les gens qui diminuent la consommation de viande, leur motivation de façon plus précise, par exemple. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui sont en cours. C'est relativement récent, mais la science travaille activement là-dessus. Voilà.